Donc bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Donc on va être ensemble pendant 1 heure environ pour parler je suis devant l'écran, c'est ça? Pour parler de Dart. Donc Dart, c'est un langage de programmation qui a été créé par Google, qui est sorti il y a 1 an, donc en octobre 2011. C'est un langage pour développer des applications web. Donc d'abord, qui suis-je? Moi je m'appelle Julien Vey, je travaille à Zenica à Paris. Donc Zenica, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent déjà. Il y a Grégory Leboniec qui est venu faire une présentation ici à GWT il y a quelques mois, je sais plus, en mars. Il y a la vidéo sur le site de Code. Voilà, donc Grégory, j'ai travaillé un peu avec lui parce que moi je fais principalement du Java, du GWT, et j'essaie de faire un peu du Dart sur mon temps libre, parce qu'on n'a pas encore de clients qui font du Dart, donc il n'y en a pas encore en production. Donc Zenica, on est spécialisé tout ce qui est Java, open source et agilité. On est basé à Paris, Rennes, Nantes et Lyon. On a aussi quelques consultants à Londres. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le site ou le blog, etc. Je fournirai les slides, je les retweeterai à la fin, enfin, on verra. Donc avant de commencer, faire un petit état des lieux. De nos jours, quelles sont les technologies qu'on a côté serveur? Donc quels sont les langages de programmation? C'est là qu'on arrive à ma super slide qu'on a vue il y a 5 minutes. Donc aujourd'hui, côté serveur, on peut faire un peu tout ce qu'on veut comme langage de programmation. On peut faire du Java, on peut faire du Ruby, on peut faire du Python, on peut même faire du JavaScript avec tout ce qui est Node.js, etc. Donc côté serveur, quand on veut développer une application, on prend du temps en général pour choisir le langage, choisir la techno, choisir les frameworks. Et à contrario, côté navigateur, on n'a pas vraiment le choix. On n'a que JavaScript. D'accord ? Si on veut développer une application web, on est obligé de savoir développer en JavaScript. Il y a pas mal de frameworks ou de pseudo-langages qui compilent vers du JavaScript. Donc par exemple GWT, TypeScript, CoffeeScript. Tous ces langages-là ont pour target JavaScript, mais ne sont pas des langages natifs. D'accord ? Ils considèrent JavaScript comme du bytecode. Donc au final, ce qu'on va exécuter dans un navigateur, ça va tout le temps être du JavaScript. Donc pourquoi Dart justement? C'est pour proposer une alternative à ce langage-là. Les gens de chez Google veulent arrêter de faire que du JavaScript. Il y en a qui vont continuer de leur côté à en faire, mais veulent avoir une autre solution, une autre alternative vraiment à ce langage-là. Donc ils ont décidé de développer le langage Dart. Donc ils veulent aussi faire un langage qui est plus facile pour développer des larges applications web. Donc l'argument qui est mis en avant, c'est que plus on va développer une application qui va grandir en JavaScript, plus elle va être compliquée à maintenir et à faire évoluer. Le but de Dart, c'est vraiment de faciliter le développement de grandes applications. Faciliter le partage de code entre différents frameworks, etc. J'en parlerai par la suite. Et enfin, le dernier argument, pourquoi Dart? Parce que Google. N'importe quelle entreprise ne peut pas se lancer et décider de faire un langage de programmation pour le web. Un langage de programmation côté serveur, c'est facile, on fait juste son compilateur, etc. C'est assez facile à mettre en place. Un langage de programmation qui est destiné à tourner dans les navigateurs, il faut quand même avoir une certaine force de frappe. Google possède notamment Chrome. Donc s'ils veulent imposer leur langage dans un navigateur, ils ont déjà un tiers du marché des navigateurs. D'accord ? Il leur suffit d'embarquer une VM Dart dans Chrome pour pouvoir rendre ce langage disponible. Donc le développement web, c'est bien. Donc il n'y a pas d'installation, c'est multi-device, etc. Desktop, tablette, smartphone. C'est itératif, rapide. D'accord ? C'est du développement JavaScript, on fait refresh, ça marche. Par contre, ça manque de structure. L'outillage est très limité, ça c'est dû aux caractéristiques du langage, d'accord ? Comme ça en langage dynamique, on a très peu de possibilités d'avoir du refactoring, de la complétion de code assez efficace. Donc on a très peu d'IDE JavaScript très puissants. Donc ça c'est vraiment un facteur très limitant au niveau du langage et du développement d'applications, d'avoir de l'outillage assez puissant. De plus, avec le développement web actuel, tout ce qui est library, package, modules ne sont pas inhérents au langage. Donc quand on veut partager différents fragments de code entre deux frameworks, c'est quasiment impossible. Si vous utilisez un framework Angular avec un framework Bootstrap, vous voulez partager des classes entre les deux, vous ne pourrez pas. Enfin, ça, vous pourrez, mais ça sera très compliqué. Donc quelques mots sur JavaScript. Donc je vais pas descendre JavaScript, hein, c'est pas le but. Donc moi je vous le dis juste, je suis pas très fan de JavaScript, mais le but c'est pas de le descendre aujourd'hui. Donc JavaScript ça a beaucoup d'avantages. Je vais juste citer quelques défauts. Donc il y a beaucoup de conversions de type implicite, pas de vérification de type sur les arguments, pas de borne sur les tableaux, etc.
Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le lien qui est ici, c'est What the fuck JS, donc qui montre pas mal d'exemples de code JavaScript qui sont complètement incohérents en fait. Le pire du JavaScript est regroupé sur cette page-là. Donc je dis pas que JavaScript c'est le mal absolu, c'est juste que ça a quelques défauts qui à la longue sont assez rébarbatifs. Donc un autre point qui est assez important, c'est au niveau des VM, donc des machines virtuelles JavaScript. Aujourd'hui, elles sont vraiment très performantes, notamment la VM de Chrome qui s'appelle V8, qui a été optimisée au taquet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive facilement à faire tourner des jeux, des vidéos en HTML et JavaScript directement dans nos navigateurs. C'est parce que les moteurs le permettent. Ce qui se passe, c'est qu'on atteint la limite des optimisations au niveau de ces moteurs-là. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui s'appelle Lars Bach, qui travaille sur le moteur de Chrome qui s'appelle V8. Et maintenant, ce développeur travaille sur la VM Dart. Donc il a travaillé sur l'optimisation de la VM JavaScript. Et c'est lui qui dit que les optimisations vont coûter de plus en plus cher pour une amélioration qui sera de moins en moins élevée. Et ça, c'est principalement dû aux limitations du langage. C'est pourquoi Google a choisi de développer son propre langage et de le développer dès le départ pour qu'il soit très performant. Donc c'est pourquoi ils ont décidé de créer Dart. Donc Dart, c'est quoi? Alors Dart, c'est plusieurs choses. C'est tout d'abord un langage de programmation, évidemment, qui est sorti en version M1 en octobre 2012, donc il y a un mois. Donc pour l'anniversaire de Dart, ils ont sorti une version M1. Il y a une version M2 qui est en préparation et on peut espérer avoir la version 1 d'ici un an, je pense. Dart, c'est aussi un IDE. Donc l'équipe de Dart fournit un IDE qui est basé sur Eclipse, qui s'appelle le Dart Editor. Donc qui est vraiment un Eclipse allégé pour faire du Dart simplement. C'est aussi une VM standalone, donc une VM qui est capable de s'exécuter côté serveur. Donc elle peut être lancée en ligne de commande. Donc j'en reparlerai un peu plus tard. Ça veut dire qu'on peut faire du Dart côté serveur aussi. D'accord ? C'est pas qu'un langage pour le web, ça peut être un langage web et côté serveur. Évidemment, c'est une VM embarquée cette fois. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul navigateur qui embarque une VM Dart, c'est Chromium. Donc c'est dans une branche spéciale de Chromium qui est surnommée Dartium. Il y a une VM Dart qui est embarquée dans cette branche-là. Si vous allez sur le site de Dart et vous téléchargez tout le package avec l'éditeur, le SDK, etc., il y aura une version de Chromium qui est également embarquée dedans, qui va vous permettre de lancer vos applications nativement dans votre navigateur. D'accord ? Dart, c'est aussi un ensemble de librairies. Donc HTML pour tout ce qui est manipulation du DOM, JSON pour tout ce qui est évaluation de chaînes JSON, parsing de JSON, etc. Isolate, j'en reparlerai un peu, c'est pour tout ce qui est gestion de la concurrence en Dart. Donc Dart, il faut savoir que c'est comme JavaScript, c'est mono-thread. Donc pour gérer le principe de concurrence, ils ont mis en place un mécanisme d'acteur, donc qui est basé sur le langage Erlang, ce qui se fait dans le langage Erlang, pardon. Donc qui s'appelle les isolates. Et enfin, Dart, c'est aussi un framework web, Dart Web Components, qui est basé sur les web components du W3C. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, j'en reparlerai un peu plus tard. C'est une initiative du W3C pour favoriser la modularisation web. Donc quand ils ont créé le langage, donc les développeurs de chez Google, ils se sont donné des objectifs et des contraintes. Donc les objectifs, c'est fournir un riche ensemble de fonctionnalités. Donc ça passe par les fonctionnalités du langage et par l'ensemble de librairies qui est accessible. Donc il y a une API HTML, je vous en montrerai après, qui est assez performante, qui est assez riche, pardon. Il y a tout le mécanisme d'isolate, tout le mécanisme de parsing JSON qui est intégré, etc. Ils ont essayé de vraiment donner un langage puissant en termes de développement. Le deuxième objectif, ce qu'ils veulent, c'est avoir un langage performant. Si on fait un langage web aujourd'hui, c'est pas pour qu'il soit moins performant JavaScript, sinon ça n'a aucun intérêt. Si j'ai Dart et JavaScript et que Dart est moins performant, je vais quand même aller faire du JavaScript. C'est vraiment le point clé aujourd'hui des langages web, c'est la performance. Donc l'objectif, c'est pas de détruire JavaScript en termes de performance, c'est d'être au moins aussi performant. D'accord ? C'est vraiment ne pas être en dessous de JavaScript. Un troisième objectif, c'est que ce soit facile à développer. Donc facile à développer, ça veut dire un langage clair, qui soit simple à comprendre, et un outillage qui soit facile à mettre en place. Ensuite, ils se sont donné des contraintes également.
Donc les deux principales contraintes, c'est que ce langage doit être familier, enfin doit être vu comme un langage familier pour la majorité des développeurs. Donc l'objectif, c'est de regrouper le plus grand nombre de développeurs possible. Que ce soit des développeurs JavaScript, des développeurs Ruby, des développeurs Python, des développeurs Java. Le but, c'est que quand on lit le tutoriel de Dart, au bout de 20 minutes, on est capable de comprendre le langage et d'écrire une petite application. On n'aura forcément pas toutes les bonnes pratiques, etc. C'est vraiment minimiser le temps d'apprentissage du langage. Et la deuxième contrainte, qui est vraiment l'une des plus importantes, c'est que ça doit compiler efficacement en JavaScript. Pourquoi? Parce que quand on va écrire une application Dart, je vais pouvoir la lancer dans Chromium, donc Chromium qui embarque la VM Dart, d'accord? Là, ça va marcher, ça va exécuter du Dart nativement. Le problème, c'est que si ma cible, c'est Internet Explorer, qu'est-ce que je fais? Donc ils ont décidé que Dart doit compiler efficacement vers du JavaScript pour tous les navigateurs qui n'embarqueront pas de VM Dart. Donc Chrome, on peut espérer qu'à court terme, ils vont embarquer une VM nativement dans leur navigateur. Firefox, si le langage décolle assez rapidement, on peut imaginer qu'ils vont suivre derrière à moyen terme. Internet Explorer, ça va être beaucoup plus dur de voir un jour une VM Dart dans IE. Okay, donc c'est pour ça qu'ils gardent vraiment en tête, quand ils développent le langage, quand ils développent tous les outils à côté, la phase de compilation. Donc j'en reparlerai, mais c'est un peu le même principe qu'on peut avoir en JWT, pour ceux qui connaissent. On a du Java qu'on compile vers du JavaScript. Là, on va avoir du Dart qu'on va traduire vers du JavaScript, qui va pouvoir s'exécuter ensuite dans n'importe quel navigateur. Donc le langage en lui-même, en quelques mots. Donc c'est un langage orienté objet, à base de classes avec un héritage simple. Donc il n'y a pas d'héritage multiple. Donc ça, vous allez voir à la lecture, ça ressemble beaucoup à du Java. Ce qui va être différent, c'est notamment le typage optionnel. Donc vous pouvez typer, vous pouvez ne pas typer. Je reviendrai dessus par la suite. Il y a un principe de réflexion qui est basé sur des mirrors. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas faire mon objet.class, ça c'est pas possible. Vous allez passer par un autre objet dans lequel vous allez lui dire fais un miroir de cette telle classe-là. Et il y a un mécanisme de concurrence basé sur les acteurs, donc les isolate, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je reviendrai dessus par la suite. Donc voici le. Vous arrivez à tous voir ou pas là? Non? Alors, on va tenter un truc. Ça a changé quelque chose ou pas, non? Ça va? Donc ça, c'est votre première application Dart. C'est le premier bout de code Dart que vous pouvez voir. Donc je vous laisse visualiser pour ceux qui sont un peu loin. Donc dans chaque application Dart, on va avoir un main. D'accord? Contrairement à JavaScript, toute application va démarrer par un main. Ensuite, ici, je fais juste un simple main dans lequel je déclare une variable, et ensuite je fais un appel de méthode. Donc là, je vous ai mis ce code-là explicitement pour vous montrer plusieurs choses. Tout d'abord, le typage optionnel. Vous voyez qu'au début, je déclare var group égale code d'armor, et je ne déclare pas le type. Donc je dis juste que c'est une variable. Au niveau de ma déclaration, de ma signature de méthode sayHello, je dis que c'est une string. Vous voyez? Donc c'est vraiment là qu'on peut voir le typage optionnel. J'aurais pu mettre string group au début, et mettre juste group dans ma signature de méthode. Je peux typer ou je peux ne pas typer. C'est au choix du développeur. Donc je reviendrai par la suite les inconvénients et les avantages de ça. Mais c'est juste, vraiment là, c'est un exemple classique de code Dart. Si je mets mes types ou je les mets pas. Je sais pas si à la première lecture, ça se voit peut-être pas ici. Mais c'est vraiment fait pour. C'est bien de dire à des jeunes de ne pas typer. Je reviendrai par la suite pour... j'en reparlerai. Faut typer au niveau des signatures notamment. Je reviendrai dessus. S'il vous plaît. La deuxième chose qui est intéressante dans cet exemple-là, c'est au niveau du print. Vous voyez ici, je fais print hello $group. Donc je passe par de l'interpolation de string pour pour concaténer mes deux strings. Parce qu'en Dart, l'opérateur plus sur les chaînes de caractères est interdit. Donc je ne peux pas faire hello plus groupe. Ça ne marchera pas, ça ne compilera pas. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par de l'interpolation de string à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment les deux premiers points qu'on voit directement dans une application vraiment basique. Là, je fais juste un affichage dans la console. Donc Dart, comme j'ai dit, c'est un langage orienté objet à base de classes. Donc pour déclarer une classe, on fait comme en Java, on déclare le mot-clé classe avec des attributs. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces attributs, vont se rajouter des getters et des setters implicites.
Donc quand je déclare num latitude longitude, je vais avoir un getter et un setter pour chacun. D'accord? Je peux, donc par défaut, ils vont être définis. Je peux les overrider si je souhaite faire des comportements différents dans mes getters et mes setters. Donc ici, quand j'appelle lanion.latitude, alors j'ai pas dit, mais pour créer un objet, c'est le mot-clé new, d'accord, classique. Ici, quand je set une variable sur mon objet que j'ai créé, je vais passer par le setter implicite qui a été créé. D'accord? Je ne vais pas affecter directement la variable. Ensuite, quand je vais vouloir récupérer, enfin lire cette variable-là, cet attribut-là, je vais passer par le getter implicite. Une chose en plus, c'est que les attributs ont pour valeur nulle par défaut. Il n'y a pas d'undefined en Dart. C'est nul ou une valeur. Ok? Ça va permettre d'éviter pas mal de confusion. Donc les constructeurs. Pareil, ça c'est du classique. J'ai ma classe avec mes attributs. Je déclare. Alors, on est en haut là, d'accord? Je déclare mes constructeurs qui ont deux paramètres qui set les attributs de ma classe. Ce qu'on peut faire en Dart, c'est ça. Alors ces deux morceaux de code sont complètement équivalents. D'accord? Donc c'est juste du sucre syntaxique. Ce qu'on fait souvent en général, c'est quand on fait, moi je fais pas mal de Java, je vais dans mon Eclipse, je fais create constructor from fields, un truc dans le genre, je sais plus quoi. Et ça me crée mon constructeur comme je peux voir en haut. Ici, en mettant 10.latitude, 10.longitude directement dans la signature de mon constructeur, je vais directement les setter sur les attributs de ma classe. Une chose en plus sur les constructeurs, qui cette fois est vraiment nouvelle avec Dart, c'est les constructeurs nommés. Donc on se retrouve souvent à avoir besoin de constructeurs qui ont la même signature, mais qui en fait sont deux choses différentes. Donc en Java par exemple, on ne peut pas avoir deux constructeurs qui ont la même signature. C'est comme ça qu'il va définir l'unicité. En Dart, on peut avoir des constructeurs nommés. Donc ici par exemple, sur mes coordonnées, je vais définir un constructeur que je vais appeler équateur. Donc c'est crée-moi une nouvelle coordonnée à l'équateur, d'accord? Ici ça va juste setter une latitude par défaut. Et donc pour créer mon objet ici, je vais faire mon new sur ma classe coordonnée, et je vais dire coordonnée.équateur. Donc ça veut dire appelle explicitement le constructeur qui a tel nom. D'accord? Donc c'est vraiment pratique, comme je le disais, quand on veut avoir deux constructeurs qui ont la même signature, mais qui vont avoir deux noms différents. Donc au niveau de l'héritage, de la même façon c'est du classique. Je déclare une classe personne, je déclare une classe développeur qui va étendre, donc hériter de personne. Donc ça c'est du classique de chez classique. Je vous ai juste mis ici l'appel à la méthode super. Vous voyez quand je définis mon constructeur développeur.fromPrénom, donc pareil ça c'est un constructeur nommé. Okay. Quand j'ai qu'une seule instruction, je peux la mettre sur la même ligne. Avec deux points, mon instruction est finie par point virgule. Donc en Dart, il y a pas mal de petits raccourcis syntaxiques comme ça, qui facilitent beaucoup le langage en fait. Par rapport à du Java qui est très verbeux, qui nous permet pas de faire beaucoup de choses, en Dart on a pas mal de raccourcis comme ça. Donc un point assez important en Dart, c'est qu'il n'y a pas d'interface. Le mot-clé interface, il n'existe pas. Bah, il est peut-être réservé, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Ce qui va passer en Dart, c'est que chaque classe Dart va définir une interface implicite. Donc si je reviens juste sur mon slide d'avant, ici quand je déclare ma classe personne, je déclare en même temps une interface personne. Cette interface va récupérer toutes les méthodes de ma classe. Bon, ici l'exemple est un peu nul parce que j'ai pas de méthode dans ma classe personne. Imaginons que j'ai une seule méthode dans cette classe-là. C'est l'équivalent de créer une interface qui reprend cette méthode-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je peux arbitrairement, selon les cas, mais je peux écrire aussi bien classe développeur extends person que classe développeur implements person. Donc ça peut choquer au départ visuellement, mais on peut implémenter d'une classe. On n'implémente pas la classe, on implémente en fait son interface implicite. Du coup, si on veut revenir à une pseudo-interface comme on a l'habitude, il faut passer par une classe abstraite. Donc déclarer une classe abstraite ici que j'ai appelée I, qui définit une méthode, et passer par une autre classe A qui va implémenter cette classe abstraite. Donc il faut savoir qu'au départ, le langage a été créé en octobre 2011, et dans l'année qui a conduit à la version M1, il y a eu beaucoup de changements.
Donc ça arrivait qu'on télécharge une nouvelle version de l'éditeur et que le code qu'on avait fait 2 semaines avant ne marche plus. Notamment au niveau, ce que je vous disais, des strings. Donc l'opérateur plus sur les strings a été enlevé à un moment. C'était un choix vraiment, comment dire, un choix réfléchi d'enlever ça. Les interfaces aussi ont été enlevées. Donc au départ, il y avait les interfaces. Ils ont décidé de les enlever volontairement. Donc maintenant, une partie importante, c'est le typage statique optionnel. Donc ce que je vous expliquais au début. Je peux mettre des types, je peux ne pas en mettre. C'est comme j'ai envie. Donc les types sont syntaxiquement optionnels, c'est-à-dire que quand je vais réécrire mon code, je peux les mettre ou je peux pas les mettre. Par contre, au runtime, ils n'auront aucun effet. Donc vous avez beau mettre des types dans votre code, quand vous allez lancer votre application, il va être complètement ignoré. Il faut voir ça comme des annotations, comme de la documentation. Ce qu'on conseille en général quand on développe une application Dart, c'est de mettre les types sur tout ce qui est signature de méthode, signature de constructeur, pour bénéficier de l'autocomplétion de votre IDE. Parce que les types vont être interprétés par tous vos IDE, pour avoir des feedbacks rapides, pour faire du refactoring, pour favoriser l'autocomplétion. Par contre, au runtime, ils vont être complètement ignorés. Donc comme je disais, mettre les types, enfin déclarer les types sur vos signatures de méthode. Par contre, si vous avez dans une méthode une variable locale, vous n'êtes pas obligé de la typer. C'est à vous de voir. Pourquoi ils ont choisi de se faire ce choix? C'était un choix, ça c'est pas un changement qu'il y a eu. Dès le départ, le typage était optionnel. Ils ont décidé de faire ça pour favoriser l'adoption du langage. Donc, quand les gens viennent de JavaScript, ils mettent jamais de type. Du coup, ici, ils vont arriver avec Dart, ils vont mettre des types nulle part. Ça va leur convenir facilement, ils vont développer leur application, ils vont être contents. Le développeur qui vient de Java, lui, il aime bien mettre ses types partout. Et quand il va arriver avec Dart, il va pouvoir mettre ses types partout de la même façon. Les deux applications au runtime auront exactement, qu'elles soient typées partout ou typées nulle part, auront exactement le même comportement au runtime. C'est vraiment juste de la documentation, des annotations. C'est juste utile pour favoriser tout ce qui est outillage. Comme je disais au début, l'un des objectifs de Dart, c'est d'être facilement outillable. Ce typage optionnel permet cet outillage-là. Il y avait une question qui avait été posée à Gilad Bracha, qui est un des développeurs de Dart, donc qui est assez connu parce qu'il a travaillé sur Smalltalk et d'autres choses, je sais plus quoi. Et pourquoi ne pas garder les types au runtime? Il a répondu que c'était beaucoup trop, vraiment pas du tout performant de vérifier les types au runtime. C'est pour ça que le typage dynamique est beaucoup plus performant directement. Donc un deuxième. Oui. Quand on a des fonctions qui ont le même nom avec des typages différents dans le tableau, ça se passe comment? Tu peux pas. C'est en fait la signature. Tu auras une seule fonction. Tu n'auras pas de type basé sur les signatures en fait. Enfin, tu n'auras pas, comme on peut avoir en Java, deux méthodes avec deux signatures différentes qui ont le même nom. Ici, tu pourras pas. Ici, je peux pas faire une méthode sayHello de name. Bah, l'exemple ici, tu vois, j'ai mis aucun type. Donc si je fais une deuxième méthode qui s'appelle pareil et qui prend un seul paramètre, ça va pas marcher parce qu'il va croire que c'est la même. Donc tu es obligé d'avoir un nombre de paramètres différents. C'est de la documentation, des annotations pour l'éditeur, pour l'IDE, etc. Mais au runtime, il faut imaginer qu'il n'y a aucun type en fait. Quand on a des erreurs dans l'IDE qui nous dit attention, là tu vas avoir une null pointer, là cette méthode n'existe pas sur tel ou tel objet, c'est parce que tu as défini les types à la main. Si tu enlèves les types de partout, ton IDE il va rien savoir, donc il va jamais rien te dire comme erreur. Et au runtime, il va marcher comme ça. Donc un exemple ici de typage statique optionnel, pas de typage optionnel. Je déclare une méthode sayHello, je dis qu'elle renvoie void et qu'elle prend en paramètre une string. Ok? Donc ça c'est du typage classique. Je peux l'écrire de la même façon qu'en dessous, c'est-à-dire je ne déclare pas ce qu'elle prend en paramètre, je ne déclare pas ce qu'elle renvoie. Donc je ne déclare aucun type. Ok? Donc comme je disais, ce que je conseille vraiment, c'est de mettre les types sur toutes les signatures de méthode. Ça va vous permettre d'éviter de vous perdre quand vous allez utiliser des méthodes sur des API, etc. Vraiment mettre les types sur les signatures, et quand vous êtes dans des méthodes, des variables locales, etc., évitez les types. Ce que je dis là, en fait, c'est ce qu'on a tendance à faire aussi naturellement, de définir. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on écrit une méthode, on ne met pas le type. Après, on veut l'utiliser ailleurs, mais on ne se rappelle plus ce qu'on a mis.
Donc on va juste, sur cette méthode-là, on rajoute le type, et après on bénéficie de l'autocomplétion, etc. sur notre objet-là, sur notre méthode. Donc les fonctions et closure, donc quelques exemples. C'est bon, vous voyez à peu près ou pas? C'est vrai que c'est pas très... Donc, première chose, deux façons d'écrire la même méthode. Quand vous avez une seule instruction, vous pouvez tout mettre sur la même ligne. Ok. Sur la première méthode, je mets entre crochets. Donc là, print, ça affiche dans la console. Donc je mets entre crochets mon instruction. Si j'ai qu'une seule méthode, je peux la mettre directement à la suite, avec l'opérateur égal supérieur. Donc les fonctions, comme en JavaScript, sont des objets de premier niveau. C'est-à-dire que je peux passer une fonction à une méthode. Donc par exemple, sur tout ce qui est les listes en Dart, on a pas mal de méthodes utilitaires. Donc for each, filter, etc. qui peuvent prendre un paramètre des fonctions. Donc ici, je déclare une liste sur laquelle j'appelle la méthode for each et je lui dis pour chaque élément de la liste, tu vas appliquer la fonction que je te passe en paramètre. Donc ça, typiquement, ça va afficher Julien, Jean, Paul. Ok. On peut aussi l'écrire de cette façon-là. Donc liste, donc déclarer la fonction directement à l'intérieur de mon appel de méthode. Donc list.forEach, entre parenthèses, je mets le nom de la variable que je veux utiliser comme élément. Puisque la fonction forEach prend une méthode qui prend qui a qu'un seul paramètre, pardon. D'accord? Qui est l'élément de la liste. Donc ici, mon élément, ça va être E, et je vais ajouter mon instruction derrière, print hello E. C'est bon, c'est clair? Donc un petit peu pareil de succinct syntaxique en Dart, ils ont rajouté un opérateur qu'ils appellent l'opérateur cascade. Donc l'exemple ici, c'est que je vais récupérer un bouton depuis le DOM. Donc query, j'en reparlerai après, c'est dans l'API HTML. Donc je récupère un élément HTML, en gros, et je vais vouloir lui setter plusieurs valeurs. Donc ici, je vais vouloir lui setter l'attribut texte, je vais vouloir setter une classe CSS, etc. Ajouter un handler d'événements. Donc le code, ne vous inquiétez pas, j'en reparlerai après. Ce qu'il faut juste voir, c'est que j'ai une autre façon de faire, d'écrire ça, c'est passer par l'opérateur 2 points. Donc l'opérateur cascade. Donc ici, au lieu de faire sur l'objet que je vais récupérer, à chaque fois appeler des attributs, des getters, des setters, des méthodes, je peux directement passer par point et l'attribut ou la méthode que je veux appeler. Ok. Donc je peux cascader assez facilement ici mes appels de méthode, mes appels d'attributs. Donc ça permet d'avoir une sorte d'API fluent assez facilement. Vous voyez? Donc ici, au lieu d'écrire button, point, ma méthode, mon attribut à chaque fois, je passe par mon opérateur 2 points, et ça facilite beaucoup les choses. Ça permet d'avoir du code plus propre, et qui selon moi, déjà, c'est beaucoup plus lisible. On voit que toutes les méthodes ici, je vais les appliquer sur ce que je récupère au-dessus. C'est bon? Donc, si vous voulez aller voir un peu plus au niveau du langage, donc il y a une partie du site, donc le site, j'en reparlerai, c'est dartlang.org. C'est le site officiel du langage Dart. Il y a une partie qui s'appelle le Tour of the Dart Language, qui définit tout ce que je vous ai montré, plus des choses en plus, notamment les paramètres optionnels. C'est-à-dire que sur des méthodes ou sur des constructeurs, on peut avoir des paramètres optionnels, qui peuvent avoir des valeurs par défaut ou pas. D'accord? Les génériques, donc Dart permet l'utilisation des génériques. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que comme Dart, le typage est ignoré au runtime, les génériques vont l'être aussi. Donc vous pouvez utiliser les génériques dans votre code, mais ça sera pareil, ça sera comme les types optionnels, ça sera de la documentation. Tout ce qui est gestion des exceptions également, qui est intéressante, package, library, import. Ah, j'en ai pas parlé, mais ce que je disais, c'est que avec JavaScript, c'est assez difficile de définir des modules, des packages et library. Avec Dart, il y a tout un mécanisme de library, on peut importer d'autres librairies, etc. Il y a également un dependency manager qui est interne à Dart, qui s'appelle pub, enfin pub, vous voulez, qui permet de gérer les dépendances avec Dart. Donc voilà pour tout ce qui était gestion du langage. Maintenant, je vais vous parler un peu de toutes les librairies qui sont fournies à côté de ce langage-là. Donc la première et certainement la plus importante, c'est Dart HTML. Donc les librairies sont nommées comme ça, Dart, le nom de la librairie, c'est pour ça que je l'écris comme ça ici.
Ça permet de manipuler tout ce qui est objet, éléments du DOM et tout ce qui est HTTP request également. Donc ça fournit tout d'abord une API de recherche d'éléments, un peu avec ce qu'on peut avoir à la jQuery, donc basé sur les sélecteurs CSS. Donc il y a deux méthodes, query et queryAll. Donc ici dans l'exemple, quand je fais query avec dièse mon ID, ça va aller récupérer un élément HTML qui a l'ID mon ID. Okay, je peux faire query avec un sélecteur de classe CSS cette fois-là. Ça va aller récupérer l'élément qui a la classe que je mets en paramètre, donc CSS class. La deuxième méthode fournie par cette API, c'est queryAll, pour récupérer tous les éléments qui matchent un sélecteur en particulier. Donc quand je fais queryAll de div, ça va récupérer tous les éléments div de ma page, de mon DOM HTML. Okay, queryAll de input type égale text, tous les inputs de type texte. La deuxième chose qui est fournie par la librairie Dart HTML, c'est la gestion des événements. Donc comment ajouter un handler d'événements sur un élément HTML? On va passer par on. Donc c'est plusieurs méthodes qui sont appelées à la suite. Donc quand je fais query submit info, je récupère un élément HTML, donc un objet de type élément, comme on peut avoir au-dessus. Je vais appeler on, point, le type d'événement que je veux catcher. Donc ici clic. Et après je vais appeler la méthode add. Donc je vais ajouter un handler sur cet événement-là. Donc mon handler c'est juste une fonction qui prend un seul paramètre qui est l'événement lancé. D'accord, le click event en gros. Donc ici je mets directement une fonction dans l'appel de ma méthode et je dis qu'à chaque clic sur submit info, je vais soumettre les données. Je vais appeler la méthode submit data. Ok. Donc ça peut paraître un peu verbeux, on va dire cette on.click.add. Par contre au niveau de l'autocomplétion, c'est assez pratique. On fait on, on a tous les types d'événements qui apparaissent à la suite. Et après on fait juste add du handler en question. Donc cette API, cette librairie Dart HTML permet aussi tout ce qui est création directement en Dart d'éléments HTML, modification d'éléments HTML, et également tout ce qui est XML HTTP request. Donc ça s'appelle pas XML HTTP request, parce qu'ils se sont dit, donc les développeurs de Dart se sont dit, depuis quand on n'a pas utilisé du XML quand on faisait des XHR. Donc on va la renommer tout simplement en HTTP request. Ce qui n'est pas idiot quand même à la base. Donc j'ai pas d'exemple d'HTTP request, mais c'est du classique, hein, passant par des callbacks, etc. Hop. La deuxième librairie qui est intéressante, c'est Dart Isolate. Donc Isolate, c'est pour gérer la concurrence en Dart. Donc comme je l'ai dit, Dart c'est monothread, mais ils fournissent une API, donc les Isolate, pour gérer une concurrence à base d'acteurs. D'accord ? Donc ce principe est, les isolates sont inspirés d'Erlang. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que tout code Dart est exécuté au sein d'un isolate. Donc le main de votre application Dart va être dans un espace mémoire dédié. Si vous voulez avoir un autre isolate, il va avoir un espace mémoire complètement séparé. Deux isolates Dart ne partageront aucun espace mémoire, aucune variable, aucun attribut, etc. La seule façon qu'ils vont avoir de communiquer, c'est par passage de messages. Donc avec des ports de réception, des ports d'émission, etc. C'est très pratique quand on veut exécuter par exemple du code d'une librairie tierce. On ne veut pas qu'il nous casse notre application, donc on va l'exécuter par exemple au sein d'un isolate. On va le faire tourner, on va récupérer les messages pour recevoir le retour. Ça permet, comme son nom l'indique, ça porte bien son nom, d'isoler vraiment du code en particulier. Donc les autres librairies Dart, donc Dartcore, j'en ai pas parlé, c'est tout ce qui est list, map, etc. Toute la gestion des collections. Dartio, c'est pour l'exécution côté serveur. Donc ça vous permet notamment d'accéder au système de fichiers, de créer des sockets, d'ouvrir un serveur HTTP, etc. À mon avis, c'est mon opinion à moi, tout ce qui est la partie serveur de Dart, c'est pas celle qui est la plus intéressante. Parce que comme je vous disais, le langage côté serveur, on en a déjà un certain nombre, on n'a pas besoin d'un nouveau. Donc c'est vraiment, il faut plus se concentrer sur la partie web. Dartmat, etc. JSON pour la manipulation des objets JSON. Donc voilà pour tout ce qui était librairie. Donc je suis allé assez rapidement sur cette partie-là. Et ce que je veux vous expliquer maintenant, c'est les différents modes d'exécution. Donc le premier mode d'exécution de Dart, c'est dans le navigateur nativement. Donc on va, comme je disais au début, il n'y a qu'un seul navigateur pour l'instant qui permet d'exécuter du Dart, c'est Dartium.
Donc c'est Chrome dans une branche SVN spécifique qui embarque la VM Dart. Donc c'est le seul navigateur qui pour l'instant permet d'exécuter nativement du Dart. À terme, ce mode d'exécution, c'est celui qui est visé par Google. Si on pouvait avoir ce mode d'exécution natif dans tous les navigateurs, ce serait parfait. Donc pour utiliser une application Dart nativement, je déclare juste une balise script avec le type qui cette fois est application Dart, dans lequel je déclare un main. Et ce main va être appelé au lancement de mon application. Donc le code exécute dans la VM Dart du navigateur. Et donc comme j'ai dit, ça fonctionne que dans Dartium pour l'instant. Donc le deuxième mode d'exécution, qui a certainement une longue vie devant lui, c'est le mode dans le navigateur également, mais compilé en JavaScript. Donc comme je disais, une application Dart pour l'instant ne peut tourner nativement que dans Chromium. Donc en général, ça va pas être notre cible clientèle, quoi. On va vouloir avoir du IE, du Firefox, etc. Donc pour permettre à une application développée en Dart d'être exécutée partout, on va passer par une phase de pré-compilation en JavaScript. Donc pour ce faire, là, la balise script que je déclare ici, c'est la même que j'ai déclarée précédemment. Je rajoute juste un petit script JavaScript. Donc ici, que je récupère directement depuis le SVN de Dart. Okay. En fait, ce petit script JavaScript va être lancé au démarrage. Il va appeler une méthode qui va... Donc il y a une méthode, je ne sais plus comment elle s'appelle, on verra à la fin, qui permet de savoir si le navigateur dans lequel vous lancez votre application est compatible Dart. D'accord? Donc de la même façon, vous pouvez savoir si c'est compatible JavaScript. Ici, ce petit script va appeler une méthode, savoir est-ce que mon navigateur peut exécuter du Dart. S'il peut, alors je vais rien changer à mon code, donc je vais aller télécharger mon fichier .dart. En revanche, si je suis dans un navigateur qui ne permet pas d'exécuter du code Dart, ça va aller introspecter le DOM, d'accord, récupérer les balises script qui importent des fichiers Dart et les transformer en code d'armor.dart.js. Vous voyez? Ce que j'ai au-dessus, c'est code d'armor.dart. Ici, j'ai code d'armor.dart.js, qui va être la version compilée de mon application Dart. Ok? Donc c'est lui qui directement va aller changer le DOM. Donc quand vous allez charger votre page, ça va être la même URL pour vos deux applications, parce que dans un cas, ça va tourner en Dart nativement, dans l'autre, ça va tourner en JavaScript. Donc la compilation, ça passe par un compilateur qui s'appelle Dart2JS, donc Dart vers JavaScript, qui va transformer une application Dart en application JavaScript. Donc ça va passer par une phase de compilation qui est un peu semblable à ce qu'on peut avoir avec GWT, pour ceux qui connaissent. Donc ça va supprimer tout ce qui est code mort, d'accord, faire de l'optimisation et de l'offuscation. Donc le compilateur, il a été lancé en même temps que le langage. Il est en perpétuelle évolution, donc il y a eu pas mal de... Au début, notamment que le langage est sorti, on compilait une application de 2 lignes en Dart en 3000 lignes de JavaScript, je crois. Il ne faut pas prendre peur, c'est juste ils embarquent le SDK en fait de compilation à chaque fois. Donc si votre application au bout d'un moment fait 6000 lignes de Dart, vous n'aurez pas 200 000 lignes de JavaScript. Vous aurez juste 6000 lignes de JavaScript. Donc ça, c'est une étape qui est obligatoire pour que votre application Dart soit compatible avec tous les navigateurs. Donc avant de packager votre application, de la rendre disponible sur votre serveur, il ne faut pas oublier la phase de précompilation. Parce que si je reviens juste à ma slide d'avant, ici quand mon script il va aller modifier mon DOM pour utiliser le fichier JavaScript, si le fichier JavaScript il ne le trouve pas sur le serveur, il n'y a rien qui va s'exécuter. Et donc le dernier mode d'exécution de Dart, c'est Dart côté serveur. C'est ce que j'appelle le mode full Dart. Donc Dart fournit une machine virtuelle qui peut être lancée en ligne de commande, donc dans un terminal classique, et exécuter une application Dart dans votre VM sur votre serveur. Donc ça va vous permettre de développer des applications côté serveur. L'avantage qui est mis en avant, c'est que vous allez pouvoir partager du code entre votre serveur et votre client. Donc par exemple partager des objets métiers entre votre application qui tourne dans votre navigateur et votre application côté serveur. Honnêtement, je vous le dis, c'est pas le mode qui est pour moi le plus intéressant. Donc voilà pour les modes d'exécution. Maintenant, la dernière partie que je vais vous présenter, c'est tout ce qui est Web Components. Donc c'est le framework web,
le framework web qui est intégré dans Dart. Donc il n'est pas dans le SDK natif, il est dans un package indépendant. C'est vraiment pour faciliter le développement d'applications web. Donc avant de parler de comment Dart le met en place, on va juste revenir à Web Components. C'est pas une initiative Dart, c'est une initiative qui est commune aux différents acteurs du web. Donc Firefox, Google, Mozilla, Google, etc. Pour favoriser la composition et la réutilisation d'éléments HTML et CSS. Donc il y a une spec qui est en cours au W3C. Donc il y a deux specs même qui sont en cours, HTML Templates et Shadow DOM. Je vais vous les expliquer un petit peu. Donc les templates des Web Components. Donc ça va être une façon d'extraire un template en fait HTML dans un fichier à part. Ok. Donc ici ce que je fais c'est que j'ai écrit une balise template. Donc ça peut être dans un fichier HTML séparé avec un ID. Je lui définis un layout, etc. des balises. Et à ce template là je peux associer du code. Donc ici c'est un exemple de code JavaScript pour montrer que ça ne marche pas qu'avec Dart, ça marche avec tout. Donc là je pourrais avoir du code Dart. Ok. Donc j'ai un template en HTML et une partie comportement en fait de ce template là en JavaScript. Donc c'est vraiment séparer tout ce qui est affichage de tout ce qui est règles métiers et comportement. Maintenant les éléments custom. À partir de cette template là, je vais pouvoir définir des éléments. Donc des vrais éléments HTML. D'accord? Donc nous on a l'habitude de notre div, de notre button, de notre span, etc. Donc les web components vont nous permettre de définir des nouveaux éléments. Donc par contre, chaque élément que je vais vouloir définir va hériter d'un élément standard. Donc ici, je vais faire un extends de button. C'est-à-dire que mon élément ici va être un bouton. Je lui donne un nom pour pouvoir l'instancier par la suite. Et je définis un template à l'intérieur. Petite chose qui est intéressante ici, c'est le style scoped. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça permet d'avoir du CSS scopé. C'est-à-dire que le CSS, ce que je définis à l'intérieur de cette balise, n'affecte pas les autres éléments HTML. Il va être juste filtré au niveau de ce template-là. Vous voyez l'intérêt? Je peux définir des styles CSS qui n'impacteront aucune autre partie de ma page web. Donc je peux définir un style pour tous mes divs, tout simplement. Donc tous les divs de ce template vont avoir tel style. Et donc tous les divs du reste de ma page ne seront pas impactés par ce style-là. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est ici, c'est la balise content. Donc content, je vais revenir juste après. C'est ici que va être inséré le contenu de mon élément. Donc ça, c'est la définition de mon élément. Donc je la remets ici. Donc la définition ici, je vous ai enlevé tout le contenu. Ensuite, pour instancier cet élément-là, donc je vais juste déclarer un bouton, puisque j'ai dit que mon élément il est en de bouton. Et je vais mettre is et le nom de mon élément custom. D'accord? Et je vais pouvoir ajouter tous les attributs et tous les handlers, etc. que peut avoir un bouton, classiquement, puisque c'est juste de l'héritage. Ok? Donc pour déclarer, ici quand je déclare button is xAntiButton, derrière ce que ça va faire, c'est que ça va créer tout ce DOM là du template. Donc on voit assez facilement l'intérêt. Vraiment favoriser vraiment la composition d'éléments et favoriser l'extraction, la réutilisation d'éléments HTML en composant. C'est pour ça que ça s'appelle les web components. Donc ici, ce que je mets showtime à l'intérieur de mon button va être inséré ici à l'intérieur de ma balise content. Okay. Donc le shadow DOM, en fait, c'est juste le fait qu'on ne va pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de mon élément custom. Ici, quand je vais aller avec Chrome Developer Tools dans mon DOM, je vais voir mon button is xAntiButton. Je ne vais pas voir le DOM généré à l'intérieur. Donc je ne vais pas voir ce DOM là. C'est juste ça qu'on appelle le shadow DOM. Donc le DOM fantôme. Il y a du DOM derrière qui existe, qui fait quelque chose, mais je ne le vois pas. Il faut juste savoir, en petite précision, il y a quand même des extensions dans Chrome Developer Tools qui permettent d'afficher ce shadow DOM. Pardon. Donc en conclusion, pour ceux qui ont l'habitude de faire du web, tout ce que je vous ai montré là, ça va quand même assez faciliter le développement web, la modularité notamment du développement web. Par contre, toutes les spécifications dans son calendar draft, donc ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles dans tous nos navigateurs.
C'est pour ça que je vous ai dit qu'avec Dart, on pouvait faire des web components. C'est vrai, parce qu'il y a une phase en fait de pré-compilation. Donc vous allez écrire vos web components qui vont être associés à votre code Dart dans votre application. Et Dart va fournir un pré-compilateur qui va vous parser le DOM, enfin les éléments custom que vous avez fait, etc. Qui va vous les traduire en Dart natif, donc en Dart classique. Donc il y a deux pré-compilateurs qui existent, un en ligne de commande ou un qui est directement embarqué dans le Dart Editor. Donc voilà pour tout ce qui est Web Components avec Dart. Maintenant, Dart fournit aussi une partie Model Driven View. Donc Model Driven View, c'est pour faire tout ce qui est data binding, unidirectionnel, bidirectionnel, en Dart avec des éléments HTML. Également du templating conditionnel, des boucles et des listeners d'événements. Je vous montrerai un exemple à chaque fois. Donc au niveau du data binding, donc c'est assez simple. Dans mon application Dart, je vais déclarer une variable. Donc je vais déclarer une variable ici que j'appelle str. Sur un input, donc ça c'est le rendu HTML associé en dessous, d'accord. Sur un input de type texte, je vais ajouter l'attribut dataBind. Donc ça veut dire que je vais binder la valeur de cet input sur la variable qui s'appelle str. D'accord. Donc dès que mon input va changer, cette variable va changer. De la même façon, ici, en dessous, je déclare un div, value. Je vais déclarer double quote ouverte, double quote fermante. Et je vais déclarer à l'intérieur str. Ça veut dire que ici, je vais afficher la valeur de ma chaîne de caractères qui s'appelle str, de ma variable qui s'appelle str. Donc dès que je modifie mon input, d'accord, dès que je rajoute un caractère, j'en supprime un, c'est automatiquement bindé sur la variable str. Et de la même façon, c'est automatiquement bindé sur mon label value. Ok. Donc ça permet vraiment de faire du data binding puissant. C'est un peu ce qu'on a un peu dans les frameworks actuels, et Angular, etc. C'est un peu la même chose. Une deuxième chose intéressante, c'est vraiment le templating conditionnel. Donc là, ici, de la même façon, je vais avoir deux inputs. Je vais les data binder sur deux attributs Dart, donc sur deux variables Dart, str1 et str2. Et je vais déclarer un template. Je vais dire instantiate if str1 égale str2. C'est-à-dire que le DOM ne va être créé que si les deux chaînes de caractères sont égales. Ok. Donc là, j'ai mes deux inputs en dessous. Quand les deux inputs matchent, le DOM est créé et est attaché au DOM. Lorsque je vais modifier une des deux variables, si les deux chaînes de caractères ne matchent pas, le DOM va être l'élément HTML va être enlevé, va être détaché du DOM. Ok. Donc ça permet, là on le fait sur un div standard, on peut le faire sur des écrans entiers. Vous voyez que c'est assez simple. Une dernière chose qu'on peut avoir, c'est les handlers d'événements. Donc je vous ai montré l'attribut databind, databind si je dis pas de bêtises, databind sur les éléments. Maintenant il y a l'attribut dataAction, c'est-à-dire qu'à chaque fois que mon bouton va être cliqué, je vais faire une action. Donc dataAction, ça a deux choses. Tout d'abord, c'est l'événement associé. Donc ici, c'est l'événement click. La deuxième chose, c'est la méthode qui va être appelée. Ok. Vous voyez que dans mon script Dart, j'ai déclaré une méthode qui s'appelle increment. Donc c'est une méthode globale, parce que je ne l'ai pas déclarée dans mon main ou dans une classe, etc. Donc cette méthode, elle augmente juste un compteur. D'accord. Donc à chaque fois que je vais cliquer sur mon bouton, ce compteur va être augmenté. Donc c'est une data action qui est appelée sur l'événement click, ça va appeler la méthode increment. Et comme mon compteur est bindé, lui, sur un label clean cout, à chaque fois que je vais cliquer, ça va augmenter la valeur ici qui est affichée. Vous voyez, c'est quand même assez puissant. Donc voilà pour... bon, on a quasiment fini. Donc petite conclusion sur Dart. Donc au niveau de l'état des lieux, comme je l'ai dit, c'est un langage qui a été ouvert au public en octobre 2011. Et qui est sorti en version M1 en octobre 2012. Donc pour leur anniversaire, ils ont décidé de la sortir en version M1. Il y a une version M2 qui est en cours de préparation et on peut s'attendre à ce que ce soit la dernière milestone. Enfin, elle n'est pas encore arrivée, on a encore du temps. Mais le langage commence à être assez figé. Entre la version qu'ils ont sortie en octobre 2011 et la version M1, il y a eu énormément de changements. Donc c'était fréquent qu'on ait du code qui change dans nos applications. Ce qu'ils faisaient souvent, c'est que les éditeurs
fournissait des mécanismes de migration du code de telle version à telle version. Donc l'éditeur, justement, je vous le montrerai juste après. Les web components sont en constante amélioration. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder, je vous le donne, il y a le lien après, le GitHub. Tout est sur GitHub. Donc les sources, le site internet, etc. Il y a eu quelques benches qui ont été faits. Donc qui sont pour l'instant très satisfaisants, notamment au niveau du temps de démarrage. Donc au niveau du temps d'exécution, enfin de la vitesse d'exécution, c'est assez constant. Par contre, Dart, enfin sur certains benches, Dart était 10 fois plus rapide au démarrage. Bon, c'est des benches, on peut en avoir à droite à gauche. Vous fiez pas à un seul bench, essayez d'en regarder plusieurs. Ce qui peut nous motiver aussi à faire du Dart, c'est qu'on voit que Google investit fortement dans ce langage-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google a eu une petite phase à supprimer 2-3 projets qui ne marchaient pas forcément. Ils ont eu tendance à couper un petit peu dans le gras pour la plupart des projets. Dart, c'est un projet qui a été lancé via leur mode R&D qu'ils ont, où chaque développeur pour faire un peu de R&D. Donc ce projet est né comme ça. Il faut savoir qu'actuellement, il y a une vingtaine de développeurs à plein temps dans différents pays qui travaillent sur différentes parties du langage. Donc il y a pas mal de développeurs aux États-Unis qui travaillent sur le langage en lui-même, sur Dart2JS. Il y a des gens au Danemark qui travaillent aussi sur Dart. Il y a une personne qui s'appelle Nicolas Geoffrey, qui est français, qui a fait une présentation à l'Open World Forum il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il y a quand même pas mal de gens qui bossent dessus. La communauté est assez active, il y a pas mal de podcasts, de webcasts, etc. Et ce qui montre aussi que Google investit fortement dans Dart, c'est qu'au dernier Google I.O., il y a eu 4-5 présentations sur Dart. Donc une introduction à Dart, comment migrer une application GWT en Dart, enfin, il y a eu plusieurs présentations. Donc quelques ressources, si vous voulez vous intéresser au langage. Donc le site officiel dartlang.org, qui fournit tout pour télécharger l'éditeur, le SDK, etc. Je vous l'ai mis en plus, c'est tout ce qui est pattern JavaScript en Dart. Donc synonyme.dartlang.org, ça va vous fournir des patterns JavaScript standards et quelle est la façon de les écrire en Dart. Donc quand on a l'habitude de JavaScript ou même quand on veut migrer une application, ça va être par là qu'on va commencer. Toutes les sources du langage sont sur GitHub. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais d'ailleurs tout est open source. Je ne sais pas si je l'ai précisé d'ailleurs. Et il y a une communauté française sur le langage Dart qui est en train de se monter. Donc il y a notamment Sébastien Douche, Nicolas François, Guillaume Buffin. Sébastien Douche, vous connaissez peut-être. Et 2-3 personnes, qui a une page Google+, qui est assez active. Et si ça vous intéresse, il y a aussi un Google Groups. Donc voilà pour ça, je vais juste vous faire une petite démo rapidement de l'éditeur. Si j'arrive à fermer ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez sur le site dartlang.org, donc là j'ai pas internet, je ne pourrais pas vous le montrer, mais vous avez un mode télécharger tout. Ne vous embêtez pas, ça vous télécharge le SDK, ça vous télécharge l'IDE, ça vous télécharge Chromium avec la VM Dart, etc. Donc là, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que j'ai téléchargé, je l'ai dézippé et j'ai lancé mon éditeur Dart. Donc il y a une jolie petite banderole M1 à droite là, depuis qu'ils ont sorti la version. Donc vous voyez, c'est un Eclipse classique, donc c'est un Eclipse Lite tout simplement. Je sais pas si on voit grand chose. Ah, pas là-dedans. Là je peux, mais pas. Ouais, c'est commande Shift plus, mais là ça marche pas dans l'éditeur Eclipse. Donc je vous montre juste quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Pub. Pub, c'est le gestionnaire de dépendances de Dart. Donc pour déclarer les dépendances, on va déclarer un fichier pubspec ici. Donc je vous l'ouvre, là il contient rien du tout. Vous voyez rien du tout. C'est con. Bon, juste ce fichier-là va vous permettre de déclarer des dépendances sur d'autres fiches, sur d'autres projets que vous pouvez avoir. Donc il va y avoir un dependency, enfin un peu comme avec la Maven, mais en beaucoup plus simple, d'accord ? Une gestion de dépendance des différents frameworks Dart. Donc je vais juste vous montrer deux choses. C'est les différentes façons de lancer mon application. Donc là c'est une application tutoriel de Dart que vous pouvez retrouver sur le site officiel. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Vous voyez qu'ici, quand je double-clique droit sur mon fichier Dart, j'ai deux façons de le lancer. Run in Dartium et run. Alors, la première c'est run in Dartium, la deuxième c'est run as JavaScript. Donc quand je fais run in Dartium, vous voyez, bon, vous l'avez pas vu. Je reviens.
ici ça m'a directement lancé un debugger sur le Dartium que je viens de lancer. Et ce que vous voyez, c'est que ça m'a lancé ici un Chromium spécial. D'accord? Il l'a ouvert tout seul, il l'a lancé tout seul. Donc là, c'est une application de To-Do vraiment basique, qui marche pas d'ailleurs. Bref, c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Là, vous voyez un peu mieux peut-être. Ici, donc vous voyez, dans le DOM, j'ai bien mon script type égale application de Dart, avec la source qui pointe vers todo.dart. Là, je suis dans Chromium, c'est-à-dire que j'exécute directement, nativement du Dart. Si je reviens dans mon éditeur et que je fais Run as JavaScript, hop, vous voyez, ici, ça est écrit Running Dart2JS. Je reviens juste. Running Dart2JS. C'est-à-dire que quand je lance en JavaScript, quand je lui dis lance en tant que JavaScript, il va automatiquement compiler directement. Et une fois qu'il a fini de compiler, il va lancer l'application. Donc cette fois-là, il a lancé l'application directement dans Chrome, pas dans Chromium. Hop. Donc vous voyez ici, enfin, vous allez me croire quand je vous le dis, c'est que c'est la même URL que celle-ci. Les deux URL sont strictement identiques, entre la version Chromium et la version Chrome. Donc ma version Chrome, elle n'est pas hackée, rien du tout, elle n'a pas de VMDart à l'intérieur. Du coup, ce qu'on peut regarder, quand je viens dans mon élément ici, ah mince, ça marche pas. Je vais aller dans Firefox, ça marchait mieux d'habitude. Hop. C'est marrant, ça marche pas. Bon bah mon effet démo n'a pas marché. Normalement vous êtes censé avoir le script ici qui est remplacé. Donc bonne question, pourquoi ça le fait pas. Bon bah normalement ici vous êtes censé voir le todo.dart.js. Ok. Là je sais pas pourquoi ça l'a pas fait. Peut-être que ma compilation a pas marché. Non. Ce que je peux vous montrer par contre c'est ici. Alors je vous voyez pas mais il y a le fichier qui s'appelle todo.dart. Et en dessous, il y a le fichier qui s'appelle todo.dart.js. Donc juste pour vous faire rire un peu, vous voyez que le fichier todo.dart fait une dizaine de lignes. Si j'ouvre le fichier todo.dart.js, je peux scroller longtemps. D'accord? Donc je disais, il ne faut pas prendre peur, c'est juste que pour des petites applications, la compilation n'est pas du tout optimale. Puisqu'il va embarquer quasiment tout le framework Dart, enfin toutes les classes émulées de Dart. Alors quand vous allez avoir une grosse application Dart, cette taille-là va être tout le temps la même. Donc il ne faut pas se fier à cette taille de fichier-là. Donc voilà pour ma petite démo qui n'a pas marché. Je reviens à mes slides. C'était la suite. T'anticipes bien. Voilà. Non, pas de question. Je suis pas développeur web du tout, on m'a dit JavaScript c'est l'enfer parce que ok tu fais ton application mais après tu as un porting vers IE6, IE7, IE machin et puis Netscape et puis Firefox et tout team et est-ce que la compilation Dart vers JS ça prend en compte tout ça et je compile une fois du Dart vers Alors JS ça fait pas comme GWT peut le faire, c'est-à-dire que tu n'as pas une version compilée pour chaque navigateur. Tu as une seule version pour quel que soit le navigateur. Ouais. Par contre, ils sont repartis de l'expérience qu'ils ont eue avec GWT. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais GWT, ça permet de la même façon de compiler du Java vers du JavaScript pour différents navigateurs. Donc, le compilateur GWT est vraiment très performant. Donc, ils sont repartis. Il y a des développeurs, il y a notamment quelques développeurs de GWT qui ont basculé sur Dart pour bénéficier de cette expérience-là. Donc, la phase de compilation Dart vers JavaScript, on peut lui faire confiance. Enfin, ils essayent de faire au mieux selon l'expérience qu'ils ont eue avec GWT. Après, forcément, c'est pas le même code qui est exécuté, donc ça va forcément risquer de produire des différences entre deux navigateurs. Ça, on est un peu bloqué dessus. Et là, si on développe en Dart maintenant, là, ça compile du JavaScript, au final, ça va quand même être plus lent ou pas?
la phase JavaScript sera forcément plus lente que le Dart. Ça c'est clair. C'est un peu... Pas vraiment gagnant à basculer dessus. Pour l'instant, étant donné qu'il n'y a aucun navigateur qui fournit Dart en natif, c'est vrai que ça n'a pas d'intérêt. Je pense que Chrome, d'ici... alors, comme je disais, c'est dans Chromium, c'est dans une branche spéciale. À mon avis, à court terme, d'ici 6 mois, on peut imaginer avoir... d'ici la sortie de la 1.0 de Dart, on peut imaginer avoir la VM dans Chrome directement. Donc, en ce moment-là, ça va devenir intéressant de développer des applications Dart. Ce qu'on peut imaginer, c'est si ça marche vraiment bien, si on voit que la performance est au rendez-vous, donc c'est-à-dire on développe une application en Dart, déjà on est censé la développer plus vite parce que le langage et l'outillage est meilleur. Si en plus elle est plus performante qu'une application JavaScript, les autres navigateurs vont avoir tendance à vouloir aussi intégrer une VM Dart. IE, je n'y compte pas dessus, mais Firefox, s'ils voient que Chrome arrive à exploser les performances avec Dart, ils vont vouloir intégrer une VM Dart aussi. Et potentiellement réutiliser la même. D'autres questions? C'est bon? Eval, on a De quoi? Eval. Eval? Il n'y a pas d'Eval. Pas d'Eval. Il n'y a pas d'Eval. Je sais plus pourquoi, mais il y avait une discussion sur ça, sur la main list, mais je sais plus pourquoi. C'est toujours un langage interprété, c'est pas compilé. Si. Le point Dart. Si, il va être compilé. Si, il va être compilé, Ouais. même si on l'exécute en Dart. Ouais. D'accord. Il va le compiler à la volée, quoi. Ouais, tu ne compiles pas sur le serveur. Enfin, tu laisses ton texte. Non, tu laisses ton point Dart, ouais. C'est Ouais, c'est compilé ça, sur on le envoie client. toujours le- Ah, t'envoies le point Dart, ouais, mais oui, pardon, j'avais pas compris. Ouais, il va le compiler, dans sa non. VM, Non, ouais, pardon, j'avais pas compris. mais Ouais. dans les T'envoies les sources. Hein. Voilà. Ce que tu récupères côté client, c'est les sources. C'est ton point Dart source tel quel, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la VM après qui va le compiler native, elle-même, mais ouais, j'avais pas compris la question. Ok. C'est bon? Bah, merci Bah, écoutez, bien. merci. Bravo. J'espère que ça vous a plu.